allons-y pour le TD3, où on va maintenant avancer un petit peu dans notre apprentissage de Vue.js. On va voir de nouvelles directives et la notion de méthode qui sera fournie sous forme d'une nouvelle option. Ok. Première chose, c'est qu'on va utiliser maintenant un petit exemple avec des Pokémon. Donc pour ça, on va vous fournir une espèce de base de données sous forme d'un grand tableau JavaScript qu'on va vous faire intégrer à votre projet. Donc on va aller chercher le fichier Pokémon.js et on va le mettre dans le répertoire src/assets. Moi, au moment d'enregistrer la vidéo, j'ai pas encore été récupérer le fichier, donc j'y vais. Je vais sur le Poésy et puis je vais récupérer le fichier. Maintenant, je vais le mettre dans mon src/assets. Je vais l'appeler Pokémon.js. Là, hop. Donc voilà mon fichier. Ensuite, pour pouvoir l'utiliser sous forme de fichier externe, dans notre application qui est écrite sous forme de module, hein, on utilise des imports ici, et bien pour pouvoir importer ce Pokémon.js, on va mettre un export devant, et a priori, c'est tout. Ok, maintenant qu'il est là, on va pouvoir l'utiliser. Alors pour ne pas écraser ce qu'on avait fait précédemment, on va créer un nouveau fichier qui s'appellera app.pokemon.vue. Là, on va pouvoir jongler avec ces deux fichiers-là. Donc je crée d'abord un app.pokemon.vue. Et ça sera un autre app. Okay, le premier app, je pourrais le renommer, hein, je pourrais l'appeler app fiche ou quelque chose comme ça, ou app étudiant, mais peu importe. Ici, dans mon app Pokémon, je vais donc avoir de nouveau une balise script, de nouveau une balise template, et dans ma balise template, alors disons, on va mettre un petit H1 qui sera les Pokémon, et à l'intérieur, on va avoir une div qui va afficher alors, tous les Pokémon dans un premier temps. Alors pour que ça fonctionne, il va falloir utiliser hop, export default, on va mettre data et on va définir Pokémon comme étant le contenu du fichier des Pokémon. Alors pour que ça fonctionne, il va falloir l'importer. Donc je vais simplement importer Pokémons from, et alors je vais aller dans Assets et récupérer le fichier Pokémon.js. Ok. Alors, soit tu peux écrire Pokémons 2.Pokémon, on va tester ça et on va voir si ça fonctionne. Est-ce que j'ai encore mon application vue ici? La réponse est oui, mais évidemment, ça affiche encore la fiche d'étudiant. Alors, on va peut-être commencer par régler ce point-là. Pourquoi ça affiche encore la fiche étudiant? Parce que ce app Pokémon.vue, je n'ai pas encore dit à Vue.js qu'il fallait l'utiliser. Donc, je vais retourner dans mon main.js et simplement, je vais dire, je veux que tu charges plutôt que le app.vue, le app Pokémon.vue. Ok. Le reste, je peux laisser, hein, le app ici et le app là, c'est juste un nom de variable. Ok. Je reviens ici. Donc là, pour l'instant, j'ai page blanche. Alors, si je vais dans la console, je vois qu'il y a une erreur. Il n'y a pas d'export. Ah. Ah oui, alors j'ai mal écrit les choses. Donc si je veux importer ici Pokémon depuis Pokémon.js, étant donné que c'est un export avec un nom, donc il s'appelle Pokémons, je dois ici faire un import en déstructurant. Donc je dois importer le fichier et dedans je dois récupérer Pokémon. Ça se fait comme ça, d'accord. Je reviens ici, je rafraîchis encore, et cette fois-ci j'ai bien mes Pokémon qui s'affichent. Ok, donc ça c'est bon. Alors, on va remarquer quand même que Pokémon 2.Pokémon c'est un peu long. Alors c'est pas si long que ça, hein, on est d'accord, mais peu importe. Hop, on va en enlever un des deux. Et ça, c'est une notation raccourcie. Quand on crée un objet JavaScript et qu'on veut mettre dans cet objet une clé qui a le même nom qu'une variable et comme valeur le contenu de la variable, ce qui est notre cas ici, eh bien on met simplement le nom de la variable et depuis quelques années maintenant, on peut écrire les choses comme ça. Okay, donc c'est entièrement équivalent à ce qu'on avait avant. Si je rafraîchis, j'ai exactement la même chose. Parfait. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on va s'amuser avec cette variable Pokémon, plutôt que de l'afficher telle qu'elle, parce que ça, c'est quand même un petit peu moche, eh bien, on va l'utiliser pour afficher des informations sur les différents Pokémon. Ok, première chose, c'est qu'on va utiliser la directive v-for. Donc v-for va nous permettre d'itérer sur une liste ou sur quelque chose qui est itérable, ce qui est le cas ici de nos Pokémon. Donc ici, nos Pokémon, c'est une liste, puisqu'on a des crochets ici. Donc on va itérer dessus et on va afficher tous les Pokémon. Donc je vais d'abord créer une liste et à l'intérieur je vais mettre un LI. Et mon objectif, c'est d'avoir les différents Pokémon sous forme de différents LI. Donc ici j'aurai un LI pour le premier Pokémon, Bulbasaur si je me rappelle bien, LI pour le second Pokémon dont j'ai oublié le nom, etc. etc. Ok. Et donc puisque c'est les LI que je répète, ben, je vais écrire LI
Et dans mon LI, sous forme d'un attribut finalement, sauf qu'on appelle ça une directive puisque c'est un attribut spécifique à Vue.js, eh bien on va écrire v-for Pokémon in Pokémons. Donc le premier Pokémon, c'est le nom de la variable que je veux, ma variable d'itération. Et le second, c'est le nom de la variable sur laquelle je veux itérer, donc l'objet Pokémon. Et à l'intérieur de mon LI, je vais simplement afficher le Pokémon. Alors, si j'affiche tout le Pokémon de nouveau, ça ne va pas être très joli. Je veux juste afficher le nom du Pokémon, donc je vais faire Pokémon.name. Alors, remarquez comme la liste des Pokémon est directement codée en dur ici. Vue.js, mon VS Codium, c'est qu'il y a un identifiant, un nom, etc. Et donc, vous avez peut-être remarqué qu'il y a ici de l'autocomplétion. Donc ça, c'est parce que de nos jours, VS Codium est suffisamment attentif que pour savoir qu'il y a ça. Alors pour l'instant, il y a une erreur ici dans le linter qui nous annonce une erreur. On est censé avoir une directive vbind key. On reviendra là-dessus juste après, mais d'abord testons, vérifions que ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne. J'ai tous mes Pokémon qui sont là. Et donc maintenant, je peux évidemment ajuster l'affichage. Je pourrais mettre ici le Pokémon ID si je voulais avoir en plus l'identifiant dans ma liste. Ok. Alors remarquez que la syntaxe ici, donc j'ai utilisé la version comme ceci, donc la première ligne ici où j'ai mis un nom de variable in quelque chose d'itérable. J'aurais aussi pu utiliser la deuxième version où j'ai non pas juste un nom de variable, mais j'ai deux noms de variables, l'item et l'index. Donc ici, on peut avoir accès comme ça aussi. Et ça, c'est une différence par rapport au JavaScript standard. C'est vraiment spécifique à Vue.js, même si ça se retrouve dans d'autres langages. Mais donc, c'est syntaxe pas générique de JavaScript, mais syntaxe de Vue.js. Quand je boucle sur un itérable, j'ai aussi accès à l'indice de cette sorte-ci. Alors maintenant qu'on a vu comment utiliser ce v-for, on va faire l'exercice 1 qui est d'écrire une page app-to-do qui va afficher une liste de tâches, un tableau de chaîne simplement, et on va utiliser un v-for pour l'afficher. Ok, donc c'est parti, donc je vais dans mon éditeur, je crée un troisième fichier, cette fois-ci ça sera app-to-do.vue, et de nouveau il y a un template, il y a un script, et dans ma partie script, je vais export default. Il y aura data. On va retourner quelque chose. Et mes to-do, ce seront une liste de choses à faire. Choses à faire numéro 1. C'est pas moi, autre chose à faire, peu importe. Une fois qu'on a ça, on va dans notre template. Donc ici, je vais quand même mettre un petit titre. Les choses à faire. Et on va recréer une liste avec à l'intérieur un LI. Et dans notre pour générer nos LI, on va boucler sur les to-do. On va faire to-dos in to-do et on va afficher la chose à faire. Ok. Alors pour que ce fichier-ci soit utilisé par Vue.js, on va évidemment aller dans le main.js et on va changer le fichier qu'on charge, qui sera app-to-do.vue. Ok. Si maintenant je reviens dans mon navigateur, j'ai bien une liste de choses à faire qui s'affiche. Alors, c'est peut-être le moment de regarder quand même à cette erreur qu'on a ici dans le fichier to-do. Ici, vous voyez qu'il me dit les éléments dans une itération sont supposés avoir une vbind key directive. Donc, une directive, c'est comme v-for, c'est ça, sauf que c'est vbind key. Okay, et on me dit qu'il faut une clé dans le but d'identifier chaque élément. Donc ça, c'est pour que Vue.js puisse faire son travail, notamment d'optimiser au niveau de l'affichage. Dans notre cas, qu'est-ce qui identifie de manière unique un to-do? C'est la chose en question, donc c'est le to-do. Il y a juste une petite chose qu'il faut éviter de faire, c'est d'utiliser l'indice. Donc ici, vous avez vu qu'on pouvait utiliser to-do et index. Donc on pourrait utiliser cet index-là, et c'est tentant de l'utiliser comme clé. Sauf que l'index, il n'identifie pas la chose à faire, il identifie la position. Et malheureusement, si on modifie l'ordre des choses à faire, eh bien à ce moment-là, l'index n'identifie plus le même to-do. Et ça peut donner lieu à tout un tas de bizarreries. Donc on ne va pas utiliser l'index, il ne faut surtout pas l'utiliser. À la rigueur, vous mettez rien du tout. Comme ça, vous savez que l'erreur est là et voilà, vous pensez à le faire plus tard.
Mais sinon, de manière générale, on essaye d'identifier quelque chose qui soit unique pour chaque élément de la liste. Dans ce cas-ci, bah, simplement le titre lui-même de la liste devrait le faire. Le titre lui-même de la tâche pardon, devrait le faire. Ok, maintenant que c'est fait, on passe à l'exercice, on revient sur les Pokémon, donc on va de nouveau aller, alors je vais repartir dans Main.js et je vais repartir sur Pokémon, et puis je vais aller sur App Pokémon et je vais ajuster mon template ici pour obtenir ce que je veux, à savoir une table. Donc on va commencer par régler ce problème de vFor qui ne fonctionne pas, donc on va utiliser un vBindKey. Alors, quel est l'identifiant unique de chaque Pokémon? Ça tombe bien, ils ont un ID, donc on va utiliser ça. Et en général, on aura un identifiant, hein, parce que souvent, les choses qui viennent d'une base de données ont un ID intégré dans la base de données, donc ça tombe bien. Alors, maintenant, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir une liste, on a envie d'avoir un tableau. Donc, on va remplacer nos LI par des TR. Donc, ce ne sera pas des LI, ce seront des TR. Et dans chaque TR, je vais avoir des TD. Un TD pour le numéro, un TD pour le nom, un TD pour la taille, un TD pour le poids. C'est parti. Donc on va avoir 4 TD. Un TD pour le nom du Pokémon. Donc, non, d'abord l'identifiant. Ensuite, je veux un Pokémon.name. Ensuite, je veux un Pokémon. Non, la taille d'abord, c'était height. Et puis, si je me rappelle bien, c'est le weight à la fin. Ok, donc ça, c'est les différents éléments qui m'intéressent. Évidemment, ça doit être une table, donc ça ne va pas être UL, ça va être table. Et alors, ce qu'on pourrait peut-être faire aussi, c'est mettre un T-body autour. Ici, on va mettre un T-body autour. Alors, je voudrais avoir les entêtes aussi. Donc, dans les entêtes, je vais avoir également une TR avec 4 TH. Le premier, c'est le numéro. Le second, c'est le nom. Oh, pardon, le nom. Le troisième, c'est la taille. Et le dernier, c'est le poids. Ok, voyons voir à quoi ça ressemble. Pour l'instant, ça ressemble à ceci. Donc, j'ai le numéro, le nom, la taille, le poids. Ok. Ensuite, on pourrait essayer d'avoir un petit peu de style. Et ce qu'on me dit, c'est que je peux utiliser directement du style dans mon SFC. Donc ici, je vais rajouter une balise style dans ma SFC. Et on va faire un truc très simple. Pour le T-head, on va mettre un background color de bleu, j'imagine. Voilà, c'est ça. Alors pour éviter d'avoir... Alors là, quand je fais du style, j'aime bien d'avoir les deux l'un à côté de l'autre. Pour éviter d'avoir ces petites espaces blanches ici, il y a deux techniques. Tiens, pourquoi ça ne fonctionne plus? Je ne vois plus ce que je fais. Attendez, je vais redémarrer mon VS Code. Voilà, je pense que c'est réglé. Donc sur la table, voilà, sur la table, je vais simplement ajuster. Alors je pourrais changer le border spacing, le passer à 0 par exemple. Et alors évidemment en rafraîchissant mon VS Code, j'ai tué mon processus npm run dev, donc je vais le relancer. Voilà, il est toujours sur 5173, donc ici maintenant je dois rafraîchir la page. Et effectivement, vous voyez qu'avec mon border spacing égale 0, ça a enlevé ces, ces petites barres blanches. L'autre manière de faire, c'est d'utiliser border collapse et lui dire collapse. Et ça va faire similairement, hein, ça va supprimer les espèces de petites bordures de chaque case en les fusionnant. Ok, donc ça c'est pour l'entête. Alors je vais quand même mettre une couleur de white. Okay. L'autre chose que je pourrais faire, c'est dans mon T-body, pour chaque TR, alors je vais prendre les impairs, je vais leur mettre un background color léger de aqua. Parfait. Donc, c'est horrible, mais j'ai la flemme de trouver les bonnes couleurs. Ok. Peut-être une chose quand même, c'est que je pourrais m'amuser à centrer le numéro. Ici, on voit que le numéro est censé être centré. Et pour l'instant, il n'est pas centré. Ok, donc on va ajuster ça.
Et une façon de le faire, je pense, ça va être de rajouter une classe center sur l'identifiant. Il y a sûrement d'autres techniques, hein, mais text align center devrait le faire. Ok, super. A l'inverse, le nom des colonnes est centré, et je préférais qu'il soit pas centré, parce que c'est comme ça que c'est fait. Et donc, pareil, pour les TH, je vais faire un text align à left. Et effectivement, maintenant, le nom passe vers la gauche. Alors, je pourrais leur rajouter un petit peu de padding tant qu'on y est. Je vais rajouter beaucoup de padding. Ça, c'est trop de padding, évidemment, hein. C'est beaucoup trop de padding. Alors, je vais mettre peut-être 5 pixels et 2 pixels. Je me rappelle jamais dans quel sens ça marche, cette histoire. Je crois que c'est l'inverse que je peux faire. Alors, je vais rajouter ici à 7. C'est pas mal, ça? À 5, c'est un peu trop. Ok. Ceci devrait le faire. Et alors, je vais faire la même chose sur les TD. Hop. Comme ça, c'est tout bien aligné. Ok. Eh bien, en ce qui... Ah tiens, les nombres ici sont censés être à droite. D'après le... que je vois là. Donc, on va essayer de faire ça quand même. C'est-à-dire, on va utiliser la même technique. Hop là. Text align right. Ok. Et ça, on va le faire sur les deux dernières colonnes. Et ça me donne ceci. J'ai l'impression que c'est ok ça. Ok, on est parti pour l'exercice suivant, qui est une liste de tâches. On voudrait modifier notre app to do pour afficher une liste de tâches qui fait en sorte que si jamais la liste est vide, eh bien ça affiche un petit message que la liste est vide. Ok, tout simplement. Donc je vais retourner dans app to do. Peut-être avant de modifier app to do, je vais retourner dans mon main.js pour ajuster le fichier qui est chargé, comme ça j'ai bien mes to do. Et je vais simplement dans mon template. Alors, en général, je mets les templates après. Je sais pas pourquoi je l'ai mis avant ici. Hop, voilà. Donc, une fois que j'ai mon template, maintenant, je vais simplement mettre un VIF. Donc, s'il y a des to-dos. Alors, les to-dos, il y en a toujours parce que c'est une liste a priori. Donc, a priori, il y aura toujours des to-dos. Mais disons que si le nombre de to-dos est au moins égal à 1, donc strictement plus grand que 0, alors on affiche les to-dos en question. Sinon, je vais afficher une div, et donc ça se met avec la directive velse, rien à faire. Ok. Et donc là, comme ça, si je mets en commentaire ces deux to-dos, si j'arrive, voilà, rien à faire s'affiche. Et dès qu'il y en a au moins un, alors les choses à faire s'affichent. Tiens, il est mort. Ok, donc c'est bon, c'est revenu. Ok, troisième exercice. Donc ici, je zappe les tutoriels et je vais dans l'exercice, pardon, exercice 4, j'ai raté. Oui, c'est ça, exercice 4. Donc on revient sur les Pokémon et cette fois-ci, on va faire des filtres. Donc, on va faire en sorte de pouvoir filtrer les Pokémon et pour ça, on va utiliser des méthodes. Donc, l'utilisation des méthodes ici n'est peut-être pas le choix le plus indiqué, ce serait probablement d'utiliser ce qu'on appelle les propriétés calculées, hein, ce qui sont indiquées ici, mais okay, dans notre cas, on va utiliser des méthodes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un filtre. Donc pour ça, je vais retourner dans App Pokémon, encore une fois, je vais changer dans mon main.js, et je vais remettre les Pokémon, et mon objectif, ça va être d'avoir un filtre au-dessus. Donc je vais avoir une nouvelle ligne avec mes filtres. Je vais avoir des T. Alors je fais quoi? Je fais TH, TD, j'en sais rien. Je vais faire. Non, je vais faire TH. Hop. Ne serait-ce que pour avoir le filtre, pour avoir la couleur. Et ici, au-dessus du nom, voilà, je vais rajouter un input qui va me permettre de filtrer. Ok. Donc, quand j'ai un input, mon premier réflexe, ça va être de mettre ici le filtre. Alors, je vais l'appeler filter, ou name filter, je vais l'appeler. Name filter, voilà. Filter name, j'en sais rien. Je préfère filter name simplement parce que après j'aurai d'autres filtres et donc comme ça ils vont tous commencer par filter. C'est pas mal. Donc pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que j'ai ici a priori accès à un data qui est filter name. Et pour qu'il soit utilisé, eh bien, il faut faire en sorte que cette liste de Pokémon soit filtrée. Donc
Donc ici, je pourrais faire un filter directement sur Pokémon. Mais plutôt que d'avoir ici directement du code, parce qu'on n'aime pas avoir trop de code quand même dans le template, je vais ici créer une méthode qui sera filtered Pokémon. Ça sera une méthode, donc je dois mettre des parenthèses pour appeler la méthode. Et cette méthode va être appelée à chaque fois que Vue.js constate qu'il faut mettre à jour le composant. Et ça, il va le faire à chaque fois qu'il y a une modification dans l'état du composant. Donc que ce soit dans la liste des Pokémon, ce qui a priori ne va pas changer, et dans notre cas, c'est le filtre qui va changer. Okay. Pour ajouter une méthode, il faut rajouter une nouvelle option. Okay. Les options, donc il y avait l'option data et l'option méthode. Et l'option méthode est donnée sous forme d'un objet dans lequel il y a les différentes méthodes. Donc ici, ma méthode, elle s'appelle filtered Pokémons. Et elle va retourner a priori les Pokémon, mais sous version filtrée. Donc ici, je vais utiliser filter, qui est une méthode JavaScript standard. Et filter va recevoir un Pokémon et a priori doit retourner true ou false. Okay. Et si on retourne true tout le temps, ben, on a tous les Pokémon. Voilà. Si je retourne false tout le temps, ben, j'aurai aucun Pokémon. Donc ça, c'est un peu triste. Ok. Donc l'idée, ça va être de retourner true ou false en fonction du filtre qui est là. Alors, on va mettre ici simplement, il faut que le Pokémon.name contienne, donc include, filter name. Alors si je fais ça, je rafraîchis. Maintenant, quand je tape Bulbasaur, ok, j'ai effectivement uniquement ceux qui contiennent le nom. D'accord. Si je fais AUR, ça c'est bon. Fort bien, donc ça a l'air pas mal. Et on va pouvoir, un peu après, rajouter d'autres filtres. Donc maintenant, l'idée, ça va être de rajouter des filtres pour à peu près tous les champs possibles. Donc le numéro, la taille et le poids. Donc là, voilà, on va devoir commencer à écrire un petit peu. Et donc ici, pour chaque case, je vais rajouter des filtres. Donc pour le numéro, je vais rajouter un input de type number. Alors je vais enlever l'identifiant et le name dont je n'ai pas besoin. Et puis je vais faire la même chose pour les autres. Donc je vais avoir ici, alors là j'aurai deux bornes pour la taille et le poids. Voilà. Et donc ça va ressembler à ça, à peu près. Alors si je dézoome très fortement, tout se met sur une ligne. On verra pour l'aspect un peu plus tard, mais commençons par nous intéresser à la fonctionnalité. Alors, remarquez que quand je mets un type number, j'ai ces petites flèches qui apparaissent ici. Peut-être que c'est ce qu'on veut, peut-être que c'est pas ce qu'on veut. Alors je vais les enlever pour une raison que j'expliquerai peut-être un peu plus tard. Toc toc toc, voilà. Donc comme ça j'ai que des inputs. Par contre il me faut des vModel. Donc je vais avoir un vModel pour le filter ID. Je vais avoir un vModel pour le filter, la taille ça sera height. Alors j'en aurai deux en fait pour le height. J'aurai le min height et j'aurai un deuxième pour le max height. Ok. Alors je vais faire un tout petit peu de place. Non, j'y arrive pas. J'y arrive. Ok. Et donc ici, je vais faire la même chose pour le poids. Donc je vais juste copier-coller et changer le height en weight. Ok. Il n'y a qu'une seule lettre de différence. Bien, donc pour évidemment que tout ça fonctionne, j'ai besoin d'avoir autant de data que de modèles, et donc je vais rajouter simplement chacun de ces éléments-là sous forme de data. Ok, et a priori, ils seront tous vides à la base. Ok, et je vais juste changer ça. Et donc maintenant, j'ai pour chaque élément que je veux filtrer, j'ai un data correspondant. Ok. Et simplement, je vais rajouter mes filtres ici. Alors, on va commencer par un filtre sur l'identifiant. Filtre sur l'identifiant, a priori, il faut que l'identifiant du Pokémon, si j'arrive à taper, PID égale à l'identifiant du filtre. Donc ici, ça serait filter ID. Filter.
ID. Ah oui, n'oubliez pas quand vous êtes dans la partie script de mettre this point devant. Normalement, l'extension va le rajouter pour vous, mais soyons prudents, il ne faut pas oublier de le mettre. Le this correspond à l'objet courant. Okay, donc c'est la syntaxe Vue.js pour accéder aux data. Alors évidemment, quand je mets ce test-là, quand je mets ce filtre-là, a priori ma liste elle est vide parce qu'il n'y a aucun Pokémon dont le numéro vaut rien du tout. Par contre, si je mets 5, j'ai bien un Pokémon. Okay. Donc peut-être que j'aimerais bien activer ce filtre uniquement si il y a un filtre. Okay. Et là, une technique facile, c'est simplement de dire, je veux filtrer les Pokémon et je veux retourner vrai, soit s'il n'y a pas de filtre du tout, et à ce moment-là, je retourne toujours vrai, ou alors, si il y a un filtre, mais à ce moment-là, il faut que l'identifiant corresponde. Okay. Donc comme ça, par défaut, j'ai tous les Pokémon, mais si j'en mets un, j'ai uniquement le Pokémon qui m'intéresse. Okay. On va faire la même chose pour les autres filtres, à savoir le poids minimum, le poids maximum, etc. etc. Et donc on va rajouter chacun des filtres les uns après les autres. À chaque fois, je vais utiliser la même syntaxe, à savoir, soit il n'y a pas le filtre, filter min weight n'est pas là, ou alors, s'il y en a un, à ce moment-là, il faut que le weight du Pokémon soit plus grand ou égal au filter min weight. Ok. Donc ça, c'est pour le poids minimum. Maintenant, on va changer et on va prendre le poids maximum. Alors attention, pour le poids maximum, il faut évidemment que le poids soit plus petit ou égal au poids maximum. Ensuite, je vais encore une fois copier-coller ces deux-là et rajouter la même chose pour que je suis capable de faire ça ou pas. Alors attendez, j'ai changé min height, max height, mais là j'ai mis weight. Alors ça c'est un peu bizarre, il va falloir que je choisisse. Donc ici ça sera height et en dessous ça sera weight. Ok. Min max. Ok, donc ceci a l'air bien. On va tester que ça fonctionne. Donc sur le numéro ça marche toujours. Sur le nom, Zor, voilà. Sur la taille, alors on va dire au minimum 80. Tiens. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 80. Je ne trouve pas celui qui pèse 100. Ah, ça c'est dommage. Donc, pourquoi? Parce qu'a priori, tous ces VModels, ce sont des chaînes de caractères. Donc si je veux que ce soit des nombres, il va falloir que je dise explicitement que ce sont des nombres. Alors une manière de faire, c'est de mettre un plus ici devant, ou alors simplement de le transformer en nombre. Ok. Maintenant je réessaye. Donc si je mets 80, est-ce que j'ai bien ceux qui font 100? Je vais remettre Zor. Non, je n'ai toujours pas ceux qui font 100. Tiens, ça c'est bizarre. Ok, mais j'ai réalisé qu'ici en fait j'avais mis weight plutôt que height. Ça c'est stupide de ma part. Ok, il faut que je sois cohérent. Alors je recommence encore une fois. Donc ici je mets Zor. Là je mets 80. Ok, cette fois-ci ça fonctionne. Alors, est-ce que le plus était nécessaire? Probablement pas. Il était probablement pas nécessaire parce que les opérateurs de comparaison vont de toute façon transformer les choses en nombre quand c'est nécessaire, à savoir si le premier est un nombre. Je pense que le deuxième aussi. Donc je vais aller voir la documentation. J'ai été voir la documentation pour vérifier et effectivement, la phrase est ici. Sinon, les types non numériques sont convertis en type numérique. Donc voilà, il y a du texte avant, hein, il faut tout lire, mais en gros, on n'est pas obligé de convertir explicitement en nombre. On pourrait le faire, mais c'est pas obligé. À ce sujet, à propos de la conversion explicite en nombre, soit on peut le faire ici en JavaScript, avec par exemple number, et des parenthèses, comme ça. Une autre manière de faire, ce serait sur le VModel, ici, on peut imposer que le VModel soit un nombre. À ce moment-là, ça n'a pas de sens de mettre des chaînes vides ici, ça aurait plus de sens de mettre des zéros. Mais ok, voilà, c'est une possibilité aussi. On reviendra sur ces choses-là, hein, ce qu'on appelle des modificateurs, dans des TD ultérieurs. Alors pour ce qui est de l'exercice 6, l'objectif est d'ajouter une petite liste déroulante pour pouvoir choisir le type, le type on va dire,
qui nous intéresse. Donc on va partir d'abord sur ajouter la colonne avec les types. Donc ici je vais rajouter un th, ici je vais rajouter un th avec le type, et ici je vais rajouter un td avec les types du Pokémon. Alors les types sont dans un tableau, donc si je les mets tels quels, vous voyez en arrière-plan ici, qui se mettent dans des crochets, puisque c'est c'est un tableau. Et donc je vais simplement les rassembler en une chaîne de caractères avec la méthode join. Alors pour sélectionner les types possibles, je vais faire un select box et je vais enlever ceci, j'en ai pas besoin, mais je vais générer les options avec les différents types. Et je n'ai pas besoin d'avoir, je vais enlever pour l'instant, je n'ai pas besoin d'avoir tous les types. J'ai pas besoin de les encoder tous les types à la main, puisque je peux simplement les calculer à partir de la liste des Pokémon. Donc ici, je vais créer une deuxième méthode qui s'appellera type et qui va me retourner. Je vais partir des Pokémon. Je vais prendre uniquement pour chaque Pokémon ces types. Et alors là, le problème, c'est que tout ceci, ça me donne une liste de listes, puisque Pokémon, c'est déjà une liste et les types sont eux-mêmes des listes. Et donc, je peux utiliser à la place de map, je peux utiliser flatmap, qui va essentiellement faire l'union de toutes ces listes. Alors, il y a d'autres techniques, hein, mais celle-ci est plutôt sympa et fonctionne dans ce cas-ci particulièrement bien. Alors maintenant, si je fais ça, on va le voir, hein, le problème, c'est que j'ai une liste vraiment très très longue de types. Alors je ne les vois pas pour l'instant parce que j'ai oublié de mettre les types directement ici comme valeur. Mais voilà, maintenant je vois les types, mais elle est particulièrement longue et surtout elle contient plein de doublons. Évidemment, puisque j'ai tous les types pour tous les Pokémon. Et donc ce que je veux faire, c'est que je veux enlever les doublons. Et pour ça, je vais simplement utiliser un ensemble. Je vais utiliser un set qui a comme particularité principale d'enlever les doublons. Okay. Alors, maintenant que j'ai mes différents types disponibles, alors ici je vais mettre le key qui est demandé par le linter, je vais simplement utiliser le type lui-même. Et donc maintenant, j'ai mon type. Alors, maintenant que j'ai ma liste des types disponibles, je vais utiliser un vModel pour... oh pardon, il ne sera pas ici. Il sera sur le select. Donc je vais avoir un vModel pour avoir le filter type. Okay. Par défaut, il n'y aura pas de filtre. Et donc, ce que je vais mettre, c'est que je vais rajouter une option qui sera disabled par défaut. Et je vais rien mettre du tout comme comme affichage. J'aurai simplement un affichage blanc comme ceci. Et comme ça, je peux... Oh, après tout, je ne vais pas la disable, je vais l'autoriser. Comme ça, je peux choisir voilà, cette option-là si je veux. Et sinon, je vais pouvoir choisir un type ou l'autre et ajouter un filtre par rapport à ça. Et donc, je vais utiliser la même technique que précédemment, à savoir, je rajoute un filter. Soit il n'y a pas de type, de filtre sur le type, et je vois que l'autocomplétion ne marche pas, donc ça m'incite à aller rajouter ça ici au-dessus, voilà. Ou alors, s'il y a un type, il faut que parmi les types du Pokémon, ça inclut le type qui est donné dans le filtre, donc filter type. Ok. Avec ceci, j'ai maintenant ma liste de types, donc quand je ne sélectionne rien, je n'ai pas de filtre particulier, mais si je sélectionne uniquement Grass, j'obtiens uniquement des Pokémon qui sont de type Grass. Ok, donc de type herbe. Si je choisis Bug, j'ai uniquement des Pokémon de type Bug. Ok. Alors on pourrait évidemment améliorer encore un petit peu ça en utilisant un select multiple, si on voulait. À ce moment-là, on aurait plusieurs... on pourrait choisir plusieurs éléments en même temps. Et alors notre filtre, ça pourrait être soit il faut que le Pokémon il ait tous les types, ou alors il faut qu'il ait un des types.
pense que tous les types auraient plus de sens, mais ok, non, je ne vais pas faire ça maintenant, mais voilà, on voit des améliorations possibles immédiatement. Ensuite, on passe à l'exercice 7. Donc l'exercice 7, c'est reprenez votre page App To Do et ajoutez un champ de saisie, un bouton pour ajouter une nouvelle tâche. Ok, alors ça c'est très bien évidemment, on va faire ça tout de suite. Donc encore une fois, pour avoir le visuel derrière, je vais aller dans mon main.js et je vais changer et je vais remettre App To Do. Ok. Ça s'appelle... Il n'y a pas de S peut-être? Il n'y avait pas de S, ok, il n'y avait pas de S. Et donc, je vais ajouter bien le petit input qui va me permettre d'ajouter ma nouvelle tâche. Je vais mettre un petit bouton, un petit button. Je vais mettre add dessus. Et je vais mettre le tout dans un formulaire. Vous allez voir pourquoi dans un instant. C'est parce que j'aimerais bien pouvoir soumettre ce formulaire et gérer la soumission. Ok, alors. Je ne vais pas mettre dans un formulaire au début. Bon, ok, on verra après. Donc, mon vieux modèle, bah, ça sera new to do, que je vais rajouter dans data. Ok. Et quand je clique sur add, je vais rajouter simplement le new to do dans la liste des choses à faire. Donc, en gros, je veux faire ça. Alors, on va voir si ça fonctionne. Coucou. J'ajoute, et là, j'ai un refresh. Alors ça, c'est ma faute. J'ai fait mon malin, j'ai voulu rajouter le formulaire, et puis j'ai changé d'avis, j'aurais pas dû. Donc je vais enlever le formulaire quelques instants, on verra après pourquoi est-ce que ça fait ça. Donc d'abord, j'ajoute quelque chose, et bam, ok, ça fonctionne. Alors, une remarque, première remarque, c'est que ceci est toujours là, donc c'est pas forcément très agréable. On se dit que quand on a ajouté le to-do, on aimerait bien le supprimer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ceci vers une méthode. On va add new to-do. Alors là, je mets ou je ne mets pas les parenthèses, c'est pas les deux sont acceptés puisque Vue.js va automatiquement vérifier, va automatiquement détecter si c'est un nom de méthode à quel cas il l'appelle, ou alors sinon c'est du code et alors il exécute le code. Donc dans les deux cas, ça va appeler évidemment la méthode. Donc ici, je vais simplement remettre mon code. La seule différence, c'est que quand je suis dans la partie script, je vais utiliser this devant le nom des datas pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est première chose. Ok, ça marche. Ensuite, une fois qu'on a rajouté quelque chose, on va l'enlever de l'input. Comme c'est un vModel, il suffit de modifier le data correspondant. Et à ce moment-là, ça marche. Ok. Et alors pourquoi est-ce que quand je mets forme, ça ne marche pas? Parce que en réalité, quand je mets forme et que je clique sur le bouton, ça soumet le formulaire. Et donc il y a un rechargement de page qui se fait et donc on perd tout. Donc pour éviter que ça soumette le formulaire, une façon de faire, c'est... il y a deux techniques principales, je dirais. La première, c'est de dire dans la fonction ici, de recevoir l'événement et d'utiliser prevent default. Okay, donc ça devrait fonctionner. Si je teste ceci maintenant, voilà, ça fonctionne. L'autre technique qui est peut-être qui est peut-être meilleure dans ce cas-ci, c'est simplement de rajouter un type sur le bouton et d'utiliser le type button. Puisque par défaut, quand il y a un bouton dans un formulaire, il a le type submit. Et donc, si je dis explicitement type button, je rafraîchis une fois pour montrer. Je fais add et ça fonctionne aussi. Ok, donc ça c'est pour la partie ajouter un nouveau to-do. Il y a juste une petite chose que j'aimerais bien améliorer, c'est que pour l'instant, pour ajouter un to-do, je dois aller cliquer sur add. Si je fais enter, ça ne marche pas. Et donc ça c'est plutôt désagréable. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que quand j'ai fait enter, ça a quand même soumis le formulaire. Mais ça, c'était une bonne indication. Puisque quand on soumet le formulaire, c'est aussi quelque chose qu'on peut gérer
Vous voyez le arrobas click ici, qui permet de gérer l'événement click. Eh bien, on peut ajuster ça et on peut utiliser un arrobas submit sur le formulaire lui-même. Et à ce moment-là, ça va permettre de gérer la soumission du formulaire. Alors là, à partir du moment où on se base sur la soumission du formulaire, il faut vraiment le prevent default. Donc soit on fait comme j'avais montré à l'instant, on rajoute un argument, un paramètre ici dans la fonction, dans la méthode, et on utilise prevent default, ou alors on utilise, encore une fois, il y a un modifieur qui est .prevent qui va nous permettre de faire la même chose. Okay. Donc maintenant, j'ai plus besoin de gérer le clic sur le bouton, à condition que je transforme ça en bouton de soumission, donc j'enlève le type explicite. Et maintenant, quand je reviens ici dedans, je rafraîchis pour faire bonne mesure, je tape un truc à faire, Enter, ça fonctionne. Si j'écris blablabla et que je clique sur Add, ça fonctionne. Si j'écris autre chose, je déplace le focus et que j'active le bouton, ça fonctionne. Bref, tout fonctionne maintenant, c'est quand même plus agréable à utiliser. Ok. Dans l'exercice suivant, on nous demande d'ajouter un bouton pour supprimer une tâche. Okay, donc ici, on va supprimer une tâche via un bouton. On va aller pour ça dans le template, et ici, on va rajouter un bouton. Alors, je pourrais l'afficher sous la forme done, ou je vais utiliser simplement la petite croix, comme ceci. Et quand on clique sur ce bouton-là, alors celui-là, il n'est pas dans un formulaire. Je vais toujours écrire le type button explicite parce que c'est toujours plus prudent. Mais quand je clique sur ce bouton-là, j'ai envie essentiellement de supprimer le to-do courant de la liste. Alors pour ça, le plus simple, c'est d'avoir accès à l'indice du to-do. Donc ici, je vais récupérer le i dans mon vFor. Et alors je vais me donner un peu de place et mettre ça... alors déjà, le li doit se terminer après le bouton, sinon ça ne marchera pas bien. Enfin, ça marchera, mais ce n'est pas, c'est pas correct. Et donc ici, l'idée, c'est dans To-Do, je veux supprimer quelque chose. Alors, j'ai pas de remove en JavaScript, mais on a le splice qui permet de supprimer des choses et éventuellement de les remplacer par autre chose. Donc ici, on voit, je peux dire à quel endroit je veux supprimer. Donc c'est à i et je veux supprimer un élément. Maintenant, j'ai un bouton partout. Et donc, si je veux supprimer un truc à faire, je supprime un truc à faire. Et tout fonctionne. Ensuite, il faut aller dans Pokémon et ajouter la possibilité de trier sur l'une ou l'autre colonne. Donc on va aller dans... alors d'abord je vais aller dans Main.js. Je vais encore une fois changer ici, je vais retourner dans Pokémon. Comme ça j'ai mes Pokémon derrière. Et mon objectif ça va être de pouvoir trier en cliquant sur un numéro de... enfin en cliquant sur un en-tête de colonne. Ok. Donc l'objectif étant fixé, on va aller... donc on va dans les en-têtes. Et l'objectif, c'est quand je clique sur une de ces en-têtes, ça va trier par la chose sur laquelle j'ai cliqué. Okay. Donc, je vais rajouter un arrobas click et je vais me rajouter une méthode sortBy qui va me dire je veux trier par exemple, l'identifiant. Okay, donc ça, c'est une façon de faire. Et je vais rajouter ça sur toutes les... est-ce que je suis capable de rajouter des curseurs? Ok. Et donc ici, c'est sur le nom. Là, c'est sur le height. Là, c'est sur le weight. Et là, c'est sur le type. Alors le type, a priori, on va pas trier sur les types, donc on va ne rien faire pour ça. Ok. Alors pour que ça fonctionne, évidemment, j'ai besoin d'une méthode sortBy. Okay, donc sortBy, qui va me dire sur quelle colonne. Et à chaque fois que je vais cliquer donc sur colonne, ça va trier sur cette colonne-là. Donc, j'ai besoin de prendre mon tableau de Pokémon et de trier. Alors, comment est-ce que ça fonctionne le tri? Il faut dire, je prends deux Pokémon, je vais les appeler P1 et P2, et je dois retourner un nombre. Un nombre qui sera soit négatif, nul ou positif, c'est la seule information importante. Et s'il est négatif, ça veut dire que le P1 vient avant le P2. S'il est positif, strictement positif, c'est l'inverse, c'est P1 arrive après P2. Et s'il est nul, ça veut dire que P1 et P2 doivent sont triés au même endroit. Okay, donc ils sont égaux du point de vue du tri.
Ok, donc a priori, on a envie d'écrire quelque chose comme P1 crochet colonne, plus petit que P2 crochet colonne. Sauf que ça ne me retourne pas un nombre, ça me retourne un booléen. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, est-ce que ceci est vrai? Si c'est vrai, à ce moment-là, on va retourner un nombre négatif. Sinon, on va regarder, est-ce que P1 est égal à P2? Si oui, on va retourner 0, et sinon, on va retourner 1. Ok. Donc ça, a priori, ça devrait, j'espère, fonctionner. Donc je vais cliquer sur non. Ça ne marche pas. J'imagine que si j'écrivais this.Pokémon, ça serait déjà beaucoup mieux. Je reclique. Ah bah maintenant ça a fonctionné. Allez voir, allez comprendre. Donc je vais quand même rafraîchir et retester. Je clique sur non. Ça ne marche pas. Et la raison est que j'ai ici écrit Pokémons. Alors Pokémons, c'est ok, ça existe parce que ça a été importé là-haut. Mais donc ça n'est pas le morceau de data réactif, c'est la variable constante Pokémon. Et donc si je veux que ça fonctionne, il faut que je mette this.Pokémon ici. Et tant que j'y suis, je vais réajuster ici et je vais mettre this.Pokémon à cet endroit-là également. Alors ça, j'imagine que maintenant, ça devrait marcher mieux. Donc on va reprendre notre truc. On clique, cette fois-ci ça trie, on clique, ça trie, on clique, ça trie, on clique, ça trie. Ok, alors sur les types ça fait rien, j'ai pas rajouté de event listener. Ok, parfait. Donc voilà qui est réglé pour le sort by. Ensuite, on veut un tri amélioré. Peut-être juste avant de passer au tri amélioré, remarquez qu'ici mon sort by utilise, alors ça c'était un de mes tests que je peux supprimer, hop, voilà. Je pense que ça fonctionne encore comme ça. Ok. Ici, j'ai utilisé cette technique-là pour créer ma fonction de comparaison. D'ailleurs, je vais l'extraire si j'y arrive. J'ai voulu... Ok, ici. Compare Pokémon, par exemple. Donc voilà, j'ai deux Pokémon et je fais quelque chose avec. Alors, je peux aussi utiliser, évidemment, un bon vieux if. Ok, if P1 plus petit que P2, alors je retourne -1. Sinon, si P1 est égal à P2, alors je retourne 0. Sinon, je retourne 1. Ok, donc tout ça devrait continuer à fonctionner. Et alors ici, j'utilise ma fonction. Ok, donc j'ai utilisé une fonction comme ça. Si vous regardez dans l'énoncé du labo, il y a une autre technique qui est proposée, qui est ceci. Donc pour trier des tableaux d'objets, on peut utiliser des fonctions de comparaison. Et si on regarde dans les exemples donnés, alors est-ce que je vais trouver ça? Donc ici, ça c'est essentiellement ceci que j'ai fait. Alors il y a des contraintes, hein. Il faut que la fonction de comparaison soit vérifier un certain nombre de conditions, mais bon, elles sont relativement logiques. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a moyen de comparer avec, voilà, ici, avec Local Compare. L'astuce, c'est que ceci fonctionne très bien, mais uniquement pour les chaînes de caractères. Et donc, si vous voulez utiliser une fonction de comparaison qui fonctionne à la fois pour les nombres et pour les chaînes de caractères, il va falloir vérifier le type, etc. Donc ici, je n'ai pas été vers cette solution-là, mais voilà, sachons qu'elle existe. Ok, revenons à notre exercice 3. Là. Pas 3, exercice 9, TD3. L'exercice 9, en fait, il est fait. Et maintenant, on passe à l'exercice 10. L'exercice 10, on veut améliorer le tri. De sorte que si on clique une fois sur une colonne, ça trie dans un sens. Si on reclique sur la même colonne, ça trie dans l'autre sens. Et alors, on aura une petite indication sur
la colonne pour indiquer le sens du tri. Ok. Alors, pour arriver à cette fin-là, il va falloir ajouter un élément dans data. Parce qu'on va devoir retenir actuellement sur quelle colonne les données sont triées. Okay, donc ici, je vais définir un sort colonne qui sera initialement undefined, mais qui va permettre de retenir si c'est trié sur cette colonne-là ou pas. On a aussi besoin de savoir si c'est trié dans l'ordre croissant ou pas, et donc on va mettre un élément de données que je vais appeler sort ascending pour dire si c'est croissant ou pas. Et encore une fois, au début, je pourrais mettre undefined parce que c'est pas très important la valeur initiale. Ok, une fois que ça c'est fait, on va devoir, à chaque fois qu'on clique, donc on appelle sort by, et à ce moment-là, on va regarder. Soit la colonne sur laquelle on nous demande de trier est déjà celle hop, sur laquelle on avait trié. À ce moment-là, on doit juste retourner l'ordre des données. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est this Pokemons.reverse. Et alors, on va dire this. Oh, j'ai même pas besoin de savoir alors si c'est ascending ou descending. Ok, on va enlever ça. J'ai juste à reverse et alors ça sera très bien. Et je réfléchis pas plus que ça. Sinon, on fait ce qu'on faisait avant, à savoir, on trie. Ok. Alors, la seule chose, c'est que une fois qu'on a trié, maintenant il faut se rappeler que 10.pokemons, non 10.sortColon, pardon, est égal à colonne. Ok, comme ça on se rappelle qu'effectivement on a cliqué sur cette colonne-là. Ah si, je me rappelle maintenant pourquoi est-ce qu'il fallait un this.ascending. Ok, donc je vais remettre mon sort ascending qui sera undefined au début. Et l'idée est que j'en ai besoin pour savoir indiquer dans mon... Voilà, ici, j'ai besoin pour indiquer le petit indicateur hein, de tri. Donc j'ai besoin de savoir dans quel ordre c'est trié. Et donc ici, je vais simplement dire si la colonne est la même, eh bien le sort ascending va... je vais le changer. Donc s'il était vrai, je vais le mettre à faux, sinon je vais le mettre à vrai. Donc this sort ascending. Et je vais mettre l'opérateur de négation. Mais la première fois, je vais simplement le mettre à vrai. Ok. Donc ça, c'est bien. Et maintenant, je vais pouvoir aller rajouter ici le symbole qui m'indique si oui ou non c'est trié dans l'ordre croissant ou pas. Et là, je pense que le plus simple pour moi, ça sera de faire une méthode sortSymbol. Et je vais probablement remettre le nom de la colonne ici. Et je vais faire la même chose pour les autres. Hop, tatatatat, tatat, sortSymbol. Et puis je mets le nom. Ah zut, j'ai besoin de copier le nom. Voilà. Voilà. Ok. Et comme ça maintenant, je peux définir une méthode sortSymbol qui va recevoir la colonne. Et si la colonne est différente de sortColonne, on retourne rien. Sinon, si this.ascending est vrai, à ce moment-là, ça veut dire que c'est dans l'ordre croissant, et donc je vais retourner un truc comme ça, hein, une espèce de symbole qui part en haut, qui est étroit, et qui vers le bas est plus large, hein, pour dire que c'est croissant. Sinon, je vais retourner un V, tout simplement, qui est dans l'autre sens. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller rafraîchir la page.
Je clique sur une colonne, hop, et voilà, là c'est dans l'ordre croissant. Quand je reclique sur la colonne, c'est dans l'ordre décroissant. Si je clique sur numéro, croissant, je reclique décroissant. Sur la taille, c'est croissant. Sur le poids, c'est croissant. Sur la taille, c'est croissant, etc., etc. Voilà qui termine ce TD. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon travail!